Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Je vous le disais, les 100 jours du Comité national de rassemblement pour le développement sont partis de ce désormais historique 5 septembre 2021, jour qui a vu le commandant des forces spéciales prendre d'assaut le palais Sékou-Touré, capturant et délogeant ainsi, après quelques heures de combat, le président Alpha Condé qui a régné sans partage pendant 11 ans à la tête de la Guinée. Le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, ce texte légionnaire de l'armée française, s'est ensuite offert un énorme coup de balai à coup de mise à la retraite d'officiers supérieurs et de chamboulement du commandement militaire et paramilitaire. Bref, 100 jours intimement liés à des décisions fortes autour des forces de défense et de sécurité. Nous en parlons ici et maintenant avec notre second invité, M. Aliou Bari, expert en géostratégie et sur les questions de défense et de sécurité, politologue et par ailleurs, à qui nous disons bonjour. Bonjour, bienvenue M. Bari. Bonjour. Merci de la disponibilité habituelle. Merci. Bien, première question, Mohamed Kaba. Alors, monsieur Aliou Bari, vous qui suivez de très près l'actualité guinéenne, il y a l'une de vos célèbres phrases qui me revient en tête lorsque ça vous dit tantôt que le président d'alors Alpha Condé s'était bunkérisé dans son palais, n'avait pas de contact avec le monde extérieur. 3 mois après sa chute et 3 mois avec l'avènement du CNRD, quel regard critique que vous portez sur ces 3 mois du CNRD? Okay, merci. Moi, je ferai une analyse en 2 temps. J'ai écouté le précédent invité qui a fait la liste de toutes les actions posées qui, à mon avis, c'est vrai que c'est des actes positifs. Nous, au sein de l'analyse, on a séquencé les 30 jours, les 3 mois en 2 phases. Bien. Les actions posées par le colonel Doumbouya avant la mise en place du gouvernement. Effectivement, c'est des actions qui sont parties dans le sens de la cohésion sociale. Il a rappelé tout à l'heure la réhabilitation, par exemple, du colonel Kaman Diaby, des gens qui sont victimes du régime de Sékou. Ce recueillement au stade du 28 septembre, Bambeto et tout ça. Mais c'est surtout, nous, ce qui nous a le plus frappé, c'est le fait que la population guinéenne aujourd'hui a reçu un second souffle de liberté. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de militarisation dans les quartiers, ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième phase. Donc là, on avait à la tête du pays quelqu'un qui posait des actes qui allaient dans le sens de la cohésion sociale. Et curieusement, depuis la mise en place du gouvernement, on a l'impression que le gouvernement pose des actes de développement et on ne parle plus de transition. Si vous écoutez tous les ministres à leur installation, il n'y a aucun qui a eu le mot transition dans son message. Dans son discours. Et là, on a la nette impression qu'on a affaire à un gouvernement de redressement et de développement. Ce qui, moi, personnellement, m'inquiète aujourd'hui, parce que quel est le rôle d'un gouvernement de transition ou d'une équipe de transition? Et l'objectif essentiel, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, vous me permettrez, avec beaucoup de Guinéens, on est quand même un peu inquiet qu'après 3 mois, qu'il n'y a aucune action qui est posée dans le sens de la fin de la transition ou du retour à l'ordre constitutionnel. Et on a la nette impression que le CNRD est tombé dans son propre piège à travers la charte. Parce qu'au début, quand il y a eu la charte, j'ai été un des premiers à dire la charte connaît des lacunes. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu indiquer dans cette charte la durée de la transition, on aurait pu indiquer la composition même du CNT. Et pire, on pouvait aller plus loin et décider des critères exacts. Par exemple, quand on parle, j'ai écouté le professeur tout à l'heure, quand on parle de l'histoire du CNT, les 81 personnes disent qu'il y a 706 candidats. Oui. Mais quand on fait un regard sur la classe politique guinéenne, mais tout le monde sait aujourd'hui en Guinée quelles sont les principales forces politiques. On ne peut pas aujourd'hui nier que l'UFDG, le RPG, l'UFR, le PDN, etc. sont les principales formations politiques. Donc on aurait pu faire des critères de désignation en disant, à la limite, vont désigner comme membres des partis politiques, représentants des partis politiques, ceux-là qui ont par exemple participé à toutes les élections ou qui ont eu des députés. Mais là aujourd'hui le CNRD se retrouve avec 706 personnes et sur quels critères ils vont choisir ces gens-là. Donc on a un blocage au niveau du CNT. Et la deuxième erreur à mon avis du CNRD depuis le 5 septembre, c'est cette volonté d'avoir voulu marginaliser absolument la classe politique. On ne peut pas aller vers une transition, aller vers un ordre constitutionnel en négligeant, en mettant à l'écart
les principaux acteurs politiques, y compris... Comment cela se matérialise? Cela se matérialise par l'absence de cadre de dialogue Non, mais tout à fait. Nous, on a même fait un communiqué dans ce sens. Il faut absolument un cadre de dialogue. Ouais. Un parti comme le RPG, j'ai les leaders du RPG qui m'ont toujours traité beaucoup de... Mais je considère que c'est un parti politique important. Donc tous ces partis-là doivent avoir un cadre de dialogue. On ne peut pas aller vers un retour à l'ordre constitutionnel si on ne dialogue pas avec les gens qui sont censés de jouer le rôle. Donc il y a des facteurs qui moi actuellement m'inquiètent. Bien. Et c'est pourquoi je dis le mois de mars en Guinée risque d'être un tournant. Le mois de mars 2022. Absolument. Pourquoi? Parce que quand le CNT sera mis en place, les vraies choses vont commencer pour le CNT. Et j'ai la nette impression que le gouvernement n'est pas équipé en matière de stature pour affronter les vrais défis politiques. Le gouvernement, donc à votre regard, à votre point de vue, n'a pas l'étoffe. Non, mais je ne dis pas l'étoffe, mais la stature, c'est je me réfère à une chose. Bien. Le dernier communiqué Bien. qui a eu lieu entre... Comment vous pouvez imaginer qu'au 60e sommet de la CEDEAO, avec des chefs d'État dont on ne peut pas discuter de la stature, c'est-à-dire le président du Ghana, le président du Sénégal, le président du Libéria, etc., sortent un communiqué où ils saluent le fait qu'ils notent que les autorités de transition, je lis mot pour mot le communiqué, ont donné leur accord, c'est-à-dire ont décidé de mettre en place le CNT à la fin du mois de décembre. Ouais. Ça, c'est dans le communiqué. Avant le 31 décembre. Dans le communiqué du 60e sommet des chefs d'État. Ouais. Au sortir de ce sommet, le CNRD fait un communiqué en disant que non, les autorités de la transition n'ont jamais pris l'engagement de mettre en place le CNT. Alors, la question que moi je me pose très simplement, qui a tort? Est-ce que c'est le gouvernement qui est parti à Abuja, est parti sans mandat du CNRD, ou est-ce que c'est le CNRD qui vient de diriger le premier? La question reste posée. Moi, la question fondamentale, pour résumer ce que je veux dire, c'est que après 3 mois, on n'a aucune lisibilité sur la manière dont la transition va se faire et comment on va s'acheminer vers le retour à l'ordre constitutionnel. Bien, M. Aliou Barry, expert en géostratégie et sur les questions de défense et de sécurité. On va revenir avec lui notamment sur le volet lié aux décisions donc prises par le colonel Mamadi Doumbouya de mettre à la retraite un millier en tout cas d'officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité. Donc on s'intéresse principalement dans la seconde partie de cette émission, de cette interview avec M. Aliou Barry, au volet militaire des 100 jours du colonel Mamadi Doumbouya. On revient dans un instant. L'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. On continue cette interview avec vous, Mohamed Mara, sur le volet militaire en compagnie de notre second invité, M. Aliou Barry. Alors, M. Barry, l'autre acte qui a quand même marqué, c'est cette mise, j'ai envie de dire, sur la touche de quasiment presque tout le commandement militaire qui était quand même là depuis 15 voire 20 ans, notamment les généraux et tous ces officiers généraux en grand nombre, mais aussi, nous ne nous y connaissons pas, vous connaissez mieux ce secteur. Beaucoup d'entre eux ont été reversés ensuite au sein du Conseil supérieur de défense nationale. D'abord, quel est le rôle essentiellement de ce Conseil supérieur de défense nationale? Et est-ce que c'est un Conseil supérieur de défense nationale qui, pendant cette transition, pourrait être souvent consulté ou convoqué? Sinon, quel rôle attendu de ce Conseil? Sinon, est-ce que ce ne sont pas finalement des nominations en réalité de prestige qui visent à leur peut-être préserver certains avantages pour les tenir quand même loin de la chaîne de commandement militaire? Ouais, je voulais rectifier d'ailleurs quelque chose. C'est-à-dire, je pense que la mise à la retraite des généraux n'entame à rien le commandement. C'est-à-dire que je pense que le CNRD, le colonel Doumbouya, ils se sont aperçus, moi je l'avais déjà signalé depuis de nombreuses années, c'est que dans l'armée guinéenne, il y a eu, ça ne date pas de M. Alpha Condé. C'est depuis Conté jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de décrets collectifs où il y a beaucoup de gens. C'est une armée dans laquelle on trouve beaucoup plus d'officiers supérieurs que d'officiers subalternes et de soldats. Armée et notamment mexicaine? Oui, tout à fait. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire l'armée mexicaine, mais on retrouve le même problème au niveau de la police. Donc je pense que c'était normal qu'ils mettent à la retraite certains généraux. Moi, ce qui m'a un peu gêné dedans, c'est qu'il y a des gens qui ont été mis à la retraite qui n'avaient pas atteint la limite d'âge. Il y a des généraux qui avaient 60 ans. Ou 61 ans qui ont été mis à la retraite. Le nombre d'années de service peut-être? Alors ils ont joué sur le nombre d'années de service. Mais normalement, il y a l'ancienneté qui joue, c'est-à-dire la limite d'âge. Bref, moi personnellement, cette mise à la retraite ne m'a pas gêné
personnellement, je pense qu'il fallait le faire. Mais c'est les conditions dans lesquelles cette mise à retraite, il y a des généraux qui m'ont appelé, quelques-uns qui m'ont appelé, qui ont eu des appels téléphoniques la nuit pour les informer que le lendemain, ils seront mis à la retraite. Donc je pense que la décision a été brutale. Mais c'est à partir du 31 décembre, je pense que ça va devenir effectif. Oui, tout à fait. Mais l'annonce a été faite de façon brutale. Hein, c'est même pour la fonction publique. Mais ça ne me dérange pas trop. Ce qui est important de savoir, c'est la question fondamentale, c'est l'organisation de l'armée guinéenne. C'est-à-dire on a besoin d'une armée pour quoi faire, mais là c'est un autre débat. Pour revenir au Conseil supérieur de la défense, c'est-à-dire quand vous prenez le décret créant ce conseil, il n'y a pas de place pour les généraux. C'est-à-dire, oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur Internet, télécharger ce décret. Vous avez il y a le président de la République, le Premier ministre, et le Conseil supérieur de la défense, c'est à l'image de conseil qui existe en France, se réunit en cas de crise. Par exemple, crise de Covid, menace sur les frontières, ainsi de suite. On réunit l'ensemble des membres pour essayer de prendre des mesures pour la sécurité du pays. Le fait d'avoir mis des généraux dans ce conseil... à la retraite. De toute façon, personne ne ressource quand même. Mais, tout à fait. C'est-à-dire même dans le gouvernement, vous avez 2 généraux qui étaient mis à la retraite, qui sont récupérés comme ministres. Effectivement. Donc je pense que quand il y a des compétences, on peut, même si elles sont à la retraite, on peut les utiliser. Mais pourquoi faire? C'est-à-dire autant de généraux dans ce conseil supérieur de défense. Moi, la lecture que je fais, c'est qu'il fallait quelque part atténuer le ressenti, le choc de cette mise brutale à la retraite. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui puisse agiter l'armée. Ce qui est important ici, c'est les conditions matérielles de vie et d'organisation des militaires guinéens. C'est-à-dire qu'on a tendance en Guinée à voir le militaire qu'uniquement à Conakry. Moi, il m'arrive souvent d'aller à l'intérieur du pays. Récemment, j'étais à Pita, au sud de King Kong. C'est un simple gendarme qui était là pour sécuriser l'ensemble. Et il n'avait rien. C'est-à-dire que tout se limite à Conakry, les gens sont bien traités. Allez voir les militaires qui sont à Zérékoré, à Labé ou ailleurs. Donc je pense que... Bien. Et ce qui me dérange un peu, c'est qu'on mette les gens à la retraite, ok, mais il n'appartient pas à un gouvernement de transition de réfléchir à long terme sur ces problèmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un gouvernement légitime. Mais ils savent quand même avec 75% quand même de leur salaire indiciaire, notamment pour les officiers généraux, c'est beaucoup. Là où pour les magistrats, c'est 65% du salaire. Oui, tout à fait. Bon, moi, c'est quand même quelque chose. Il y a eu des mesures d'accompagnement qui ont été annoncées. À date, je ne sais pas si un général... Si elles sont effectives. Si c'est effectif. Mais il y a eu des mesures qui ont été annoncées. Bien. Mais je pense que cette mise à la retraite, elle était inévitable. Aussi bien ce qui s'est passé à la police. Hein. Il y avait autant de contrôleurs généraux à la police que de généraux dans l'armée guinéenne. Bien. Et Lincoln Toubari, est-ce que le fait que ces militaires, policiers et autres étaient beaucoup plus politiques que militaires n'a pas joué à leur défaveur? Oui, non, mais ça, il ne faut pas mettre ça sur le dos du régime Alpha Condé depuis 1984. Moi, je me souviens ici combien de militaires ont participé à la campagne d'élection de Lansana Conté. C'est quelque chose qu'on a ancré dans la culture de l'administration guinéenne. Moi, il y a des événements que j'ai vécu au ministère de la Justice au temps de Cheikh Sako, où on a vu aux élections 2015, tout le ministère s'est vidé. Le secrétaire général, le DAF, tout le monde, ils sont tous partis dans leurs villages respectifs. J'étais même surpris de voir dans le bureau du secrétaire général du ministère de la Justice qui était habillé en tenue de RPG avec tout, c'est-à-dire c'est pareil. Au temps du PUP, c'était pareil. Donc il est temps que, par exemple, dans ce pays-là, qu'on dépolitise l'administration. Et sur ce terrain, c'est là, moi, personnellement, que j'attendais le CNRD. Ça, voilà un chantier qu'on peut faire au cours de la transition. Est-ce qu'il a bien démarré ce chantier? D'autant plus qu'on va aller vers des élections. Si on ne coupe pas ce lien entre l'administration et le politique, on va retrouver les mêmes problèmes aux prochaines élections où des préfets vont se sentir pour pouvoir garder leur poste. On va faire campagne pour celui qui va peut-être représenter leurs intérêts. Bien. Alors, on continue avec vous, Mohamed Kamara. Alors, M. Aliou Barry, 3 mois que le CNRD est là. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas judicieux de dissoudre les forces spéciales? J'ai l'impression que cette force spéciale qui se retrouve encore à Kalia est une force encore dormante qui peut se lever à tous les moments. En tant que géopolitique, qu'est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas dissoudre? Expert sur les questions de défense et de sécurité. Non, mais il faut savoir d'abord, il faut voir dans quelles conditions ces forces spéciales ont été créées. Moi, personnellement, comme beaucoup de Guinéens, je ne sais pas dans quelles conditions elles ont été créées. Tout le monde les a découvertes au stade du 28 septembre. Mais je pense qu'on ne dissout pas une force. Pourquoi elles ont été créées? D'ailleurs, depuis un moment, moi, je fais des recherches sur ce terrain. Pourquoi on a créé des forces spéciales? Ça existe au Sénégal, ça existe. C'est normalement pour lutter contre le terrorisme. Et aujourd'hui, c'est des forces qui ont pris le pouvoir
À mon avis, peut-être qu'il faudra réfléchir pour que ça soit clairement établi quelles sont les missions réelles de ces forces spéciales. Est-ce qu'on a besoin de forces spéciales en Guinée aujourd'hui ou est-ce que l'armée à elle seule peut suffire à lutter? Parce que si vous vous souvenez, les forces spéciales, leur rôle, leur mission essentielle, c'est la lutte contre le terrorisme. Le monsieur Alpha Condé l'avait dit de façon très claire. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des menaces aux frontières? Est-ce que la Guinée est menacée par le terrorisme? Est-ce que la Guinée est à l'abri des menaces? Je pense que la Guinée n'est pas à l'abri. Donc, au lieu d'aller jusqu'à dire on va dissoudre les forces spéciales, je pense que c'est plutôt il faudra redéfinir leur mission réelle et pour que ça soit d'ailleurs normalement dans un pays logique, c'est un débat qui doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. Le fait qu'il n'y ait pas un remplaçant à la tête de ce groupement des forces spéciales après l'avènement du colonel à la tête du pays, est-ce que ça pose un problème? Non, mais moi, le problème des forces spéciales me pose moins de problèmes. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on prend des décisions au nom du Comité national de redressement, de redressement et de développement et personne à date, aucun Guinéen ne connaît la composition. C'est-à-dire qu'on est dans un système où il y a une entité qui régit la vie de la nation, mais personne ne connaît la composition. C'est-à-dire, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Et tout le monde aujourd'hui est en attente de savoir quels sont les membres. Le colonel a invariablement dit que le CNRD comprend tous les agents, tous les éléments des forces de défense et de sécurité. Je crois que c'est... Il n'y a eu aucune transition militaire en Afrique qui a pris le pouvoir où les gens ne sont pas au courant de la composition réelle de ceux qui ont pris le pouvoir. Ouais. Peut-être que pour une fois, il fait différemment. Parce que il veut engager la responsabilité de toutes les forces de défense et de sécurité de la Guinée. Mettez-vous à la place des citoyens guinéens. C'est-à-dire on prend aujourd'hui des décisions au nom d'un comité national. Donc personne ne sait, à part le président du CNRD, en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas les autres membres. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer au mois de mars? C'est-à-dire, pourquoi je dis mars? Parce que je présume que le CNT sera mis en place qu'en janvier. Les choses sérieuses là vont commencer. Parce que là, on va commencer à fixer la durée de la transition. Et après 3 mois du CNRD, je pense qu'il est temps que le gouvernement affiche réellement la durée de la transition pour que les gens sachent on est là pour combien de temps. Bien. Et une transition qui va déborder de 20 mois, à mon avis, posera des problèmes réels dans ce pays, aussi bien en interne que vis-à-vis de la communauté internationale. Bien. Et on a suivi également durant ces 100 jours ces fortes décisions du colonel au niveau de la hiérarchie militaire. La hiérarchie militaire qui a été chamboulée, beaucoup de décrets d'affectation, ou en tout cas de nomination de nouvelles autorités à la tête donc, de la hiérarchie militaire, du commandement militaire en Guinée. Est-ce que c'était une mesure nécessaire dans le cadre donc, d'une transition comme celle-ci? Et est-ce que de ce point de vue, on peut dire aujourd'hui que cette mesure a permis au colonel d'avoir la haute main sur la Grande Muette? Ça, c'est dans tous les pays, même dans les pays démocratiques, quand le président de la République est élu, il fait un mouvement, même au sein des armées. On le retrouve en France, au Sénégal, partout. Il faut absolument, celui qui prend le pouvoir, surtout dans le contexte guinéen, que vous vous entourez des gens à qui vous avez confiance. Donc ça se passe d'ailleurs aussi, pas uniquement dans l'armée. On voit bien c'est que les nominations, les dernières nominations, dans la fonction publique. C'est-à-dire, vous mettez des gens auxquels vous avez confiance. Mais moi, ce qui me dérange dedans, c'est on a l'impression qu'on n'est plus dans une transition. C'est-à-dire que rien n'est fait. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire qu'on est là dans une transition où la mission essentielle, le rôle fondamental, les actions fondamentales qui devaient être posées, c'est des actions qui visent au retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, vous interrogez tous les partis politiques. Vous interrogez aujourd'hui le FNDC est calme. Les partis politiques sont calmes. Mais je dis, le CNRD a tort de croire que ce calme-là veut dire que les gens ne veulent rien faire. Non, il y a une cocotte minute. Je pense... Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de justifier le non CNRD? Parce que vous avez bien dit, aujourd'hui c'est le redressement et le développement. On ne parle pas de transition. Ce n'est pas une justification du non CNRD? Non, mais c'est pourquoi je pense que là, le gouvernement a une lourde responsabilité vis-à-vis du CNRD. Il appartiendrait, y compris le premier d'entre eux, le Premier ministre, de rappeler à chaque fois qu'on est en période de transition. Et leur rôle essentiel, c'était de poser des actes qui vont dans ce sens. C'est-à-dire notamment la mise en place du CNT. Mais regardez, on va finir avec le CNT. Il faudra bien après parler de qui va gérer les élections, quel est l'organe qui va gérer. Et ce sera le même problème qu'on va retrouver, qu'on a vu au CNT, on va retrouver le même problème à la CENI. Ouais. D'accord.
Ok. Cette question est presque réglée parce qu'il semble que le ministre de l'administration du territoire était à la CENI hier. On a entendu cette information Ils ont été informés qu'on n'a pas pu vérifier. Moi, j'ai vérifié. J'ai parlé avec des gens de la CENI qui ont été informés que désormais ils transfèrent au ministère de l'administration du territoire, ils deviennent des fonctionnaires de l'État et puis il s'en suivra la mise en place d'un organe de gestion électorale. Voilà. Alors, et que même le contrat de location de l'immeuble a été mais là, quand même, le résilié. contrat, il était quand même exorbitant. Voilà. Alors, Ils vont occuper une des villas de la Cité des Nations. Alors moi, j'ai quand même... il j'aimerais reste avoir 4 votre minutes analyse avec notre invité. sur deux choses. Hier, je m'interrogeais ici également sur la composition du CNRD. Vous vous rappelez à la fin de ce communiqué qui, quelque part, désavouait le gouvernement. Le gouvernement, avec à sa tête le chef, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, qui vont prendre des engagements devant la communauté ouest-africaine, la CEDEAO. Et derrière, on entend un communiqué signé CNRD, mais dont, vous faites bien de le dire, on ne connaît pas l'ensemble des membres. Quelle est la lecture que vous faites de cela? Est-ce que déjà, il n'y a pas un problème? Est-ce que c'était un désaveu du gouvernement? Et dans ce cas, quelle place du gouvernement en réalité? Quelle est la place réellement de ce gouvernement? Est-ce un gouvernement de transition dans ce cas? Et puis de l'autre côté, est-ce que, puisqu'on a assisté, vous savez, parmi les préfets et gouverneurs qui ont été nommés, beaucoup ont déjà été relevés, voire limogés. Oui, effectivement. Il y a même, finalement, il y a même Ça pas semble de communiqué. passer inaperçu. Ça semble passer inaperçu, mais même les sous-préfets, chaque fois, moi j'avais été témoin de quelque chose comme ça vendredi, dès qu'on annonce que quelqu'un a mouillé dans une carambouille, alors la décision tombe tout de suite, on le relève de ses fonctions et on le remplace. Est-ce que cette rigueur-là, quelque part, vous rassure? Oui, tout à fait. Moi, je suis... Parce que le problème en Guinée, c'est qu'on ne sanctionnait pas. Là, je pense que ce côté-là, je trouve que c'est salutaire que quand un fonctionnaire faillit, qu'on le sanctionne. Vous avez soulevé le problème du communiqué. Moi, personnellement, c'est le premier accroc qu'on enregistre entre le chef de l'État et le Premier ministre. Parce que là, pour l'image du pays, c'est extrêmement mauvais. C'est-à-dire, moi, j'ai eu des appels venant de partout en disant, mais c'est inadmissible, c'est quand même grave. Je pense Vous pensez que le Premier ministre devrait en tirer toutes les conséquences? Moi, je ne suis pas à sa place. Non, parce que je pose la question. Moi, personnellement, j'aurais tiré l'émission et j'aurais démissionné. Ça, c'est mon avis personnel. Bien sûr. Mais parce que c'est quand même un désaveu dans le cadre même où, aujourd'hui, la CEDEAO est à l'écoute de la Guinée. Et se faire désavouer comme ça de façon publique après un sommet de chef d'État, je trouve que c'est quelque chose de quand même... J'espère que ça ne va pas se répéter parce que ça joue même sur la cohésion de l'action gouvernementale. Bien. Bien, dernière question, Mohamed. Oui, mais M. Aliou Barry, la stratégie innovante du CNRD fut la déclaration de la prise du pouvoir à travers les réseaux sociaux. D'abord, est-ce qu'il y a une jurisprudence en la matière ou bien c'est une stratégie militaire qui n'est pas encore connue, qui est dans les livres? La seconde question, aujourd'hui, le CNRD est-il légal ou légitime? Alors, légal ou légitime, je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Mais il y a une charte qui consacre le CNRD. C'est-à-dire qu'à la limite, à partir du moment où il y a eu la charte, et ce qui me dérange dedans, c'est que la charte, à mon avis, elle a été mal faite, ça je l'ai dit tout à l'heure. Mais à partir du moment où elle a été acceptée, la charte, je pense qu'elle devient légitime. On apprend qu'il y a des corrections en cours. Bien. Même, à mon avis, ils ont intérêt à rectifier cette charte ou alors à annoncer très rapidement. Moi, je crains fort, je vous dis encore une fois, mais je le dis au regard de l'analyse que je fais, je crains fort qu'à partir du mois de mars, qu'on connaisse une vraie crise politique en Guinée entre les acteurs politiques, la société civile et ceux qui gouvernent ce pays actuellement. Bien. Et pour terminer, donc de manière globale, comment vous jugez donc le bilan des 100 jours du colonel au plan militaire dans le cadre de cette transition? Alors, globalement, je trouve que c'est des actions positives. Et sur le plan global, je dirais, j'ai scindé les actions. Je trouve que le colonel lui-même, avant la mise en place du gouvernement, a posé des actes qui vont dans le bon sens. Et depuis la mise en place du gouvernement, on a l'impression que c'est des actions de redressement et de développement qui sont mises en place à la place des actions allant vers le retour de l'ordre constitutionnel. Ça va mieux avec les voisins, monsieur? Ça va mieux avec les voisins, Sénégal, oui, Guinée-Bissau. Il y a l'ouverture des frontières. Oui, non, mais... Je vous parle sur le plan militaire, oui, non, vous savez bien de quoi je parle. Il n'y a aucun problème. Je pense que, même au temps de Alpha, c'est-à-dire que c'était pour des raisons politiques que les frontières ont été fermées, ce n'est pas pour des raisons sécuritaires. Bien.
Donc ça a été bien géré. Merci. Tout à fait. Monsieur Aliou Barry, géostratège et expert sur les questions de défense et de sécurité, politologue. Il était notre second invité dans le cadre de ce plateau spécial.